9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, avec un manifeste pour la liberté de vieillir chez soi. Parce que comment et où allons-nous vieillir? À la maison, dans son appartement, dans une maison de retraite, l'EHPAD, ça reste un peu tabou cette question de vieillissement. Et pourtant, c'est une préoccupation majeure parce que nous sommes plusieurs millions et nous serons encore plus nombreux dans les années à venir à un certain âge. Alors évidemment, ça dépend des populations. Il y a des gens qui à 65 ans, 70 ans n'ont aucun problème ou au contraire sont déjà en fait touchés justement, et puis d'autres à plus de 80 ans aussi. Laurent Permas, bonjour. Bonjour Patrick. Je le disais tout à l'heure, c'est un livre inédit parce que vous donnez la parole à toutes les personnes concernées. Hein. Ça va des personnes âgées à leurs proches et puis aux gens qui s'en occupent en fait à domicile. Vous êtes un entrepreneur un peu iconoclaste. Hein. Vous avez créé le CESU préfinancé. Pourquoi vous avez écrit ce manifeste alors? Tout simplement parce que, pour deux raisons. La première, en fait, c'est un tabou. Ouais. Comme vous le précisez, et puis la seconde, mais qui est peut-être le début de l'histoire, c'est que j'ai fait des jobs d'étudiants dans des hôpitaux parisiens en fait de gériatrie, dans des services de gériatrie, et j'ai été extrêmement choqué de voir les conditions en fait déjà de vie de ces personnes qui viennent pour un problème de mobilité, une hanche ou autre, soi-disant pour un séjour court, et malheureusement en fait il y a un déchirement qui se fait, une fracture qui se fait entre le quotidien de la maison et puis un lit avec 3 mètres carrés. Alors les conditions, c'est les conditions de l'hôpital, mais c'est un déchirement parce que on ne revient que très rarement, et puis les maisons sont pas forcément adaptées. Et donc, alors j'ai vu malheureusement des personnes mourir parce qu'elles se laissent mourir, parce qu'elles sont inutiles, et c'est pour cela que j'ai fait en fait ce manifeste. Et puis tout au long de ma vie, eh bien j'ai créé le CESU, travaillé sur les services à la personne, etc. Donc c'est un manifeste, c'est quoi? C'est un mouvement. C'est le début d'un mouvement. Vous lancez un mouvement, mais alors qui va s'appuyer sur qui? Qui va s'appuyer sur les seniors et puis aussi les plus jeunes. C'est un défi intergénérationnel. Oui, intergénérationnel, parce que bien souvent on est tous confrontés à ça, d'une manière ou d'une autre, avec des parents, des grands-parents. Auparavant, tout le monde vivait un peu dans le même coin, dans le même secteur, donc il y avait une pièce éventuellement pour accueillir le papy ou la mamie. Aujourd'hui, tout ça, c'est évidemment terminé, quoi. Hein. Vous avez tout simplement, avec l'éclatement des familles, avec le travail qui est pas forcément autour du domicile, vous avez en effet aujourd'hui des personnes qui sont seules et qui doivent en fait gérer leur vie seule. Alors 85% des Français souhaitent rester chez eux pour vieillir. Déjà. Vous avez ensuite 30% de Français, un peu moins de 20 millions de Français qui ont plus de 60 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça. Nous sommes. Donc on est dans une société qui est vieille, mais ça c'est pas grave. En fait, le problème c'est qu'on est dans un acte de jeunisme, et à la fois on souhaite aussi, on ne souhaite pas l'agisme. Donc, vous voyez dans les publicités, vous voyez aussi dans les entreprises, dès que vous avez plus de 50 ans ou 55 ans, vous êtes mis de côté. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez plus la même pêche, vous avez peut-être, vous êtes décalé par rapport aux nouvelles technologies, et donc tout ça, c'est archi faux. On s'aperçoit en fait qu'avec les progrès de la médecine, eh bien, vous avez aujourd'hui la capacité de pouvoir choisir votre vie, et vous êtes surtout dans une société de longue vie. Vous vivez plus de 30 ans par rapport à un demi-siècle. 30 ans de plus. Ce qui est énorme, l'espérance de vie aujourd'hui, elle est énorme, parce que pour les femmes, 85,7 ans, je crois, c'était en fait l'année dernière, et un peu plus de 80 ans pour les hommes, quoi. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc quand on prend sa retraite à 60, alors aujourd'hui 64, 65 ans, mais bien sûr, donc on vit quand même un certain nombre d'années, quoi. Oui, mais là aussi le sujet, le mot, la retraite, dans une société de longue vie. Est-ce qu'on doit toujours, alors c'est peut-être polémique, mais est-ce que on doit obligatoirement prendre sa retraite? On peut très bien quitter son emploi qui est l'emploi quotidien pour ensuite choisir une autre vie, qui est une vie peut-être d'engagement, apprendre un nouveau métier. Moi, je voudrais juste qu'on gomme le mot retraite. Parce que ça vient du latin. Supprimer la retraite. Non, je vais pas la supprimer, mais juste être un moment où en fait on va choisir peut-être de façon plus forte, plus engageante, une autre façon de vivre, d'apprendre, de s'engager aussi sur le tissu associatif. Et puis le retraite, ça vient du latin traere et re.
c'est se retirer. Ouais. Et en fait, dans une société de longue vie qui est ultra connectée, moi je serais intéressé de poser la question à l'ensemble des retraités, est-ce que ça ne les intéresse pas de bouger, d'acter? Et on s'aperçoit que le tissu associatif tient uniquement par les retraités. Et de plus en plus de retraités aussi s'engagent de nouveau pour des métiers. Je pense aux médecins par exemple. Heureusement que les permanences de soins dans certains endroits, heureusement qu'il y a des médecins retraités, sinon ça ne tournerait pas. Il y a d'autres secteurs comme ça. Absolument. Et donc, je pense que la première chose qui tue, en fait, lorsqu'on est notamment à la retraite et qu'on souhaite se projeter sur sa vie, sur son vieillissement, c'est le lien social. Ouais. Lorsqu'on passe à la retraite, il y a on fait la fête, et puis il y a un moment où vous n'avez pas forcément prévu. Il y a l'isolement, c'est ça. Le lien social, c'est ce qui tue en fait. Ouais. C'est pas la vieillesse en tant que telle, c'est le lien social. C'est-à-dire la présence d'esprit de ne plus être utile à la société. Et ça tue. Ouais. Et donc ça, c'est un point... Et pourtant, beaucoup de retraités, enfin de personnes, attendent la retraite pour dire, mais combien, j'en ai entendu autour de moi et j'en entends toujours, vivement la retraite, que je profite justement de la vie, quoi, aussi. Vous profitez de la vie si vous l'avez prévu, et donc ça demande un travail d'anticipation. Oui, c'est ça, il faut anticiper. Et donc, ce livre se manifeste, il est là justement pour réveiller les consciences, que ça soit des personnes qui sont en âge ou des personnes plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est intergénérationnel. Si on ne s'occupe pas de ce quart de vie, déjà à titre personnel, et qu'on l'anticipe pas, en fait, on est rattrapé par les aidants. Ça, c'est le deuxième point, c'est que lorsqu'on n'a plus de lien social, très vite, en fait, on s'effondre. Et vous avez un autre sujet, c'est les aidants. Vous en avez 15 millions. 15 millions. Ça, c'est énorme. Dont la moitié sont encore en activité professionnelle. Donc vous imaginez l'intergénérationnel qui est subi. Les aidants, c'est souvent des membres de la famille, et qui vont justement donner du temps, donner de l'argent, dont la moitié sont encore en activité et donc doivent jongler entre la vie professionnelle, leur vie privée et la vie aussi avec l'empathie de leurs parents. Et donc tout ça devient de plus en plus complexe. Et la difficulté, bien souvent aussi, de l'éloignement, parce que des aidants, des personnes peuvent habiter à 200, 300, 400 kilomètres de là, bien sûr, ont déménagé, ont emménagé plutôt, je sais pas moi, tiens, à Toulouse, et les grands-parents sont dans l'Ariège. Donc comment fait-on, quoi, pour les aider ? Tout à fait. Donc ce sujet d'élan, en plus, ce sont des personnes qui sont déjà seniors. Donc elles sont en activité professionnelle, plus de 50 ans. Puisque c'est le retour du baby boom. Aujourd'hui, les personnes du baby boom ont 75 ans, et donc leurs enfants sont dans la cinquantaine, sont impactés par les entreprises qui, les seniors, on les met un peu de côté. Il n'y a pas forcément des programmes, c'est des plans plutôt pour anticiper les retraites. Et donc ces aidants, c'est une sanction déjà, parce que la société en fait ne s'est pas organisée pour avoir justement une activité, un lien social, un engagement. Et puis ensuite, vous avez une complexité des aides. C'est extrêmement compliqué de comprendre à quoi vous avez le droit, et surtout de monter les dossiers qui vont bien. Alors vous avez des assistantes sociales, vous avez les mairies, les fameux CCS, vous avez les caisses de retraite. C'est remplacé par d'autres organismes là, de plus en plus. Mais il n'y a pas ce point d'entrée unique, si vous voulez, qui vous accompagne. Vous avez plus de 52 aides. 52 aides, que ça soit sur la mobilité, lorsque vous êtes senior, ou lorsque vous êtes dans une problématique de mobilité, mais pas que. On parle pas. Le vieillissement, c'est pas la dépendance, vous voyez. Et donc le placement en maison médicalisée et EHPAD. Ça, ce sont les derniers mois, les dernières années. Et bien sûr, c'est en moyenne moins de 2 ans. Sur des établissements de type médicalisé. Donc vous imaginez le temps que vous avez à transmettre, s'engager, créer des boîtes. Et Laurent Permas, ce que vous dites, c'est donc qu'il faut tout anticiper, c'est-à-dire pour pouvoir vieillir chez soi, c'est-à-dire avoir des contrats par exemple de dépendance, bien sûr, avoir du financement, s'occuper des aides, le soin à domicile, vérifier que ça fonctionne localement, etc. Aménager aussi sa maison, son appartement. Absolument. Donc ça, on ne pense pas, ou trop tard, quoi, non ? Trop tard, puisque là encore, on ne veut pas vieillir, donc en fait, on se pose pas la question de qu'est-ce qui va se passer lorsque je ne pourrai plus conduire. Vrai sujet de mobilité. Et les mairies
ne sont pas forcément organisés sur cet aspect-là. Hein, et je prône pour qu'il y ait des comités des sages, c'est-à-dire qu'il y ait des seniors qui soient dans les conseils municipaux pour justement éclairer l'approche du maire sur ces sujets de mobilité. Souvent dans les conseils municipaux et notamment en ruralité, ce sont des retraités souvent qui sont dans le conseil quand même, parce qu'ils ont du temps. Parce que les maires sont souvent aussi des retraités. Hein, donc vous avez cet engagement. Alors dans les communes de taille un peu plus importante, c'est aussi structurant de le faire. Alors le logement, il y a deux sujets, c'est l'adaptation de son logement, et donc forcément on peut faire quelque chose de beau sans avoir une transformation de son logement comme une résidence médicalisée. Vous voyez, la barre ou la douche, elle peut être jolie. Et ça, on peut avoir des aides. Si on a des marches. Absolument. Une rampe et voilà, tout. Il y en a qui vont jusqu'à l'ascenseur extérieur et intérieur. Tout à fait. Mais tout ça s'anticipe, on peut le faire joli, sans ressembler à une maison entre guillemets de vieux. Personne n'a envie d'avoir une maison qui ressemble à une maison de vieux. Hein. Lorsqu'on accueille les enfants, les petits-enfants, on peut avoir de la domotique, des robots. Aujourd'hui, il y a plein de sujets. C'est lié à l'adaptation du logement, au conseil que vous pouvez avoir, mais aussi au financement. Et là, il y a un gros sujet, c'est comment je finance mes services lorsque je commence à vieillir. Et là encore, il y a une légende urbaine. C'est-à-dire qu'on continue, les parents continuent à se sacrifier sur la succession. Vous savez que l'âge moyen d'un enfant pour toucher sa succession, c'est 59 ans aujourd'hui. Ah, 59 ans aujourd'hui. Vous imaginez qu'il a un petit peu fait sa vie. J'ai l'impression, en tout cas. Et donc, le sujet, c'est de se serrer la ceinture pour transmettre. Il faut, en fait, qu'il y ait une transformation là aussi, pour que, tout simplement, un senior puisse profiter de son épargne et de sa pension, mais aussi ait la capacité de trouver des financements différents. Donc, les banques doivent prêter aux seniors. Ça, c'est un message. Ah bah parce qu'elles ne prêtent pas. Certaines prêtent plus ou moins. Vous voyez, on va pour certaines jusqu'à 85 ans, mais ça, voilà. On peut avoir un prêt pour transformer sa maison vous pouvez absolument. À 75 ans, 80. Absolument. Alors l'assurance, ça doit être coton quand même. Vous avez alors ça dépend. Parfois vous n'avez pas d'assurance, etc. Donc tout ça, en fait, vous voyez, ça doit s'adapter à une société qui vieillit, et donc le monde financier, mais aussi le monde de la maison et de l'habitat, puisque vous pouvez aussi utiliser votre habitat pour financer une partie, ou en tout cas d'avoir une pension complémentaire. Il y a des dispositifs qui existent, qui sont pas forcément le fameux viager, vous voyez. On parle tout de suite de cela. Mais non, il y a d'autres dispositifs qui permettent en fait de monétiser une partie de son immobilier, qui est quand même l'asset des Français. 75% des Français qui ont plus de 70 ans sont propriétaires. Mais non, pas forcément 75%. C'est énorme. Et c'est 56% à 50 ans. Donc vous voyez, on est dans un pays où en fait les seniors sont propriétaires en majorité, ont des pensions qui sont pas forcément suffisantes pour rester et longtemps dans une vie qui est sympathique. Et donc il faut monétiser cet immobilier. Oui, et certains peuvent louer par exemple aussi des chambres, ce qui se fait de plus en plus pour accueillir l'intergénérationnel, accueillir des jeunes ou d'autres personnes. Quand vous avez une grande maison et que vous avez 3 chambres qui ne servent à rien. Exactement. Et donc ce logement, faut l'ouvrir, faut ouvrir un petit peu ses chakras pour trouver des solutions qui soient plus innovantes et faire là encore son choix de vivre soit chez soi, soit peut-être dans un logement qui est mixte, parce que vous avez notamment d'autres générations, et vous conservez ce lien social. Donc c'est très très important. Donc là aussi, vous voyez, il y a beaucoup de rapports qui ont été faits. 18 rapports en l'espace de 20 ans, déposés sur les bureaux des ministres, sur les bureaux des présidents de la République. Et on confond en France dépendance, donc super les solutions, ça fait rêver personne. Et vieillissement, ce qui est naturel. Le vieillissement, mais ça s'anticipe et surtout ça se construit, et ça se construit au travers d'un programme. Alors nous poursuivons Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi. C'est ce petit livre que vous avez rédigé, Laurent Permas, avec aussi la complicité du dessinateur, illustrateur Xavier Gors, qui sera avec nous dans un instant. Je lui demanderai ce qui l'a inspiré pour faire ces quelques dessins. Et j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La liberté de vieillir chez soi. Comment vous vous adaptez? Comment vous adaptez cela aussi à peut-être à vos parents, grands-parents, ou vous-même, bien sûr à vous-même, ou est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Si vous avez une idée, vous nous appelez 0826 300 300. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face.